À la grange de Poutin, près de Planche en montagne, la fille du fermier avait été distraite ce soir-là. Elle avait oublié de préparer, comme elle en avait l'habitude, avant d'aller se coucher, le bol de lait du Youton. Lorsqu'il arriva au beau milieu de la nuit et qu'il constata cette négligence, vexé et jaloux, il entra dans une violente colère. Il grimpa au grenier, mit la main sur des sacs de pois secs et commença à les renverser et à jeter leur contenu à droite et à gauche, dans un tumulte qui réveilla tous les gens de la maison. Les jeunes enfants, effrayés, pleuraient. Le père et la mère comprirent vite ce qui se passait et supplièrent. « Aie pitié de nous, gentil Youton, nous t'aimons bien, nous ne l'avons pas fait exprès. » Franche-Comté, 19e siècle. Voilà, petite entrée en matière pour parler aujourd'hui d'un livre passionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ça m'a vraiment enthousiasmé et passionné sur un sujet assez particulier. On est sur de la mythologie, mais on est sur une mythologie qui n'est pas la mythologie la plus connue aujourd'hui. On a tous un peu de notions de mythologie gréco-romaine, et finalement on a moins de connaissances sur la mythologie pré-romaine, celte, et voire même plus ancienne que la mythologie celte, tout ce qui préexiste avant l'ère chrétienne. Aujourd'hui, je vais vous parler des nains et des elfes. D'ailleurs, c'est le titre du livre, Nains et elfes au Moyen-Âge. Donc c'est un livre de Claude Lecouteux. C'est un professeur universitaire, il est spécialiste du Moyen-Âge et des sources également germaniques. Et donc, il n'en est pas à son premier livre, c'est un livre qui commence à dater. Il est de 1988, je crois bien. C'est ça, 1988. Et donc, il en a toute une collection. Il a écrit énormément de choses, ce professeur d'université, qui a à peu près 80 ans maintenant. Et donc, je m'intéressais à la mythologie, aux mythes anciens fondateurs de l'Europe. Et un jour, je suis tombé par hasard sur un de ses livres. J'ai tenté l'aventure au hasard. C'était mon premier, celui-ci, Les nains et les elfes au Moyen-Âge. Et alors, quelle rencontre, parce que ça m'a vraiment transporté. C'est passionnant, tout simplement. Donc là, le sujet principal de ce livre, les nains et les elfes au Moyen-Âge, il est là pour nous apprendre ce que sont les nains, ce que sont les elfes dans la culture populaire, dans tout ce qui est mythologique, et donc pour nous déterminer vraiment la nature de ces êtres, vus comme des créatures fantastiques. Alors, le but du livre, c'était pas un livre de vulgarisation, c'est déjà à savoir, c'est un livre très sérieux, mais c'est pas parce qu'il est sérieux qu'il n'est pas agréable à lire. Il l'est parce que son contenu est vraiment passionnant. Et le but du livre, c'est vraiment de nous plonger dans l'univers des nains, l'univers des elfes, nous dire d'où viennent ces créatures, qu'est-ce qu'elles sont exactement, comment elles ont pris corps, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et comment ces créatures se sont incarnées pendant des siècles et des siècles d'existence. Il nous recontextualise ces créatures dans des ères chronoculturelles très anciennes. Alors on parle du Moyen-Âge bien sûr, on parle des époques vikings également, on nous parle aussi de récits plus récents, de contes qu'on a recueillis au XVIIIe, au XIXe siècle et qui font une base de données pour pouvoir travailler sur cette source-là, qui est beaucoup plus ancienne que ce qu'on le croit. Alors, on a des sources également un peu antiques. Il nous parle de la vision des nains dans l'Antiquité. Et ce qui est intéressant dans ce livre,
c'est de comprendre que non seulement ces créatures sont extrêmement anciennes, alors quand je dis extrêmement anciennes, ça peut être plusieurs millénaires. Ce qui nous manque, évidemment, ce sont les sources écrites. On a des sources écrites à peu près avec l'Antiquité romaine, en ce qui concerne le monde romain, un petit peu le monde celte, mais très peu finalement. Et puis pour les sources véritablement celtes ou préexistantes à la culture celte, eh bien on n'a pas toujours de sources écrites. On en a à partir de l'an 1000, parfois au 9e siècle, avec des sagas scandinaves, des sagas islandaises. Le fameux poème Leda, Leda poétique, c'est un poème scandinave qui nous parle de toute la mythologie ancienne, c'est islandais. Ça doit être autour de l'an 1000. Mais avant ça, on n'a pas grand-chose, voire on n'a rien du tout. Donc le but du jeu, c'est une enquête. D'ailleurs, l'auteur nous le dit, on est dans une enquête. D'essayer de comprendre d'où viennent les sources anciennes qui n'ont pas de traces écrites, et qu'est-ce qu'on peut, aujourd'hui, dans les traces écrites, retrouver de ce qui a préexisté à l'écriture. Alors c'est évidemment un travail énorme, parce que c'est un travail de longue haleine, on n'a pas beaucoup de textes, il manque énormément de textes, il n'y a pas beaucoup de textes anciens qui nous sont parvenus finalement aujourd'hui. Et il va falloir travailler sur d'autres pistes, dont l'étymologie, parfois la toponymie, pour essayer de comprendre qu'un lieu n'a pas un nom par hasard, il a un nom qui correspond à quelque chose d'ancien, ça peut être véritablement très ancien, et pareil pour l'étymologie des mots. Et donc dans ce livre, on a énormément d'exemples, d'études de mots, d'études de textes. Et ce qui est passionnant, c'est que l'auteur nous mêle des études vraiment universitaires, très bien faites, très précises, à des extraits de contes, des extraits de mythes qui ont été recueillis par différents auteurs tout au long de l'histoire de l'humanité. Et on essaye de faire l'analyse des deux. Alors, le livre s'intéresse presque exclusivement à la mythologie européenne. On va étendre un petit peu, on va nous parler parfois de Proche-Orient. Je ne crois pas que dans ce livre-là, on nous parle du monde asiatique. C'était le cas dans certains livres de Claude Lecouteux, on nous a parlé d'autres civilisations, mais pour celui-ci, c'est principalement les nains et les elfes au Moyen-Âge, en Europe élargie, on va dire, y compris avec des peuplades qui entraient en contact à l'époque romaine avec les Romains. Donc ça peut être des peuplades plus éloignées en Extrême-Orient ou en Orient. Donc c'est vraiment une enquête passionnante. Enfin moi ça m'a vraiment transporté. Alors il y a plein de choses intéressantes dans ce livre qu'on apprend. Et je vais vous lire un petit extrait très court sur l'origine des nains, l'origine de la terminologie des nains. Bon, c'est pas si court que ça, mais je vais vous le lire parce que c'est vraiment intéressant. Ça vous donne un peu le ton du livre. Avant d'aborder le domaine littéraire proprement dit, il faut prendre connaissance d'une fable, celle des Pygmées, qui a joué un rôle considérable et a pour ainsi dire sauvé plus d'un nain de l'oubli, en permettant aux traditions autochtones de se retrancher derrière l'autorité des anciens écrits. Il a existé, et il existe toujours, d'importantes différences de taille entre les races. Pour s'en convaincre, il suffit de placer un Hollandais près d'un Lusitanien. Aussi, selon le point de vue des uns ou des autres, nous voyons apparaître la mention de géant ou de nain, car tout est jugé en fonction d'une norme, celle du narrateur. Cependant, tout est relatif. Vers 1245 déjà, maître Gossuin de Metz remarquait, ouvrez les guillemets, les géants, qui sont en certains lieux, s'émerveillent beaucoup de nous voir si petits comparés à eux. Nous faisons de même vis-à-vis de ceux qui ne font que la moitié de notre taille. Fermez les guillemets. Dans l'Antiquité classique, les voyageurs rencontrèrent des peuplades naines, des pygmées africains, des négritos des îles Andaman, de l'archipel malais et des contreforts himalayens. Et ils furent frappés de stupeur.
Ils rapportèrent le fait, l'enjolivant plus ou moins, puis la légende s'en empara. Il est impossible de traiter des nains au Moyen-Âge sans aborder cette réalité, car les Pygmées ont fourni aux lettrés de ce temps des motifs descriptifs et le nom latin des nains, Pygmaeus, largement utilisé dans la littérature savante, au détriment de l'obscur Pumilio ou Nanus. La fable des Pygmées du bout du monde a servi à asseoir le crédit que l'on pouvait accorder aux nains de l'Occident médiéval. Si des auteurs comme Pline l'Ancien et Solin et même les pères de l'Église en ont parlé, c'est qu'ils existent, et pas seulement aux confins du monde connu. Voilà une petite entrée en matière pour vous donner le ton du livre. L'auteur va s'attacher à nous parler des nains et des elfes, à les différencier et à essayer de caractériser un peuple et l'autre. Donc on a un tas d'extraits comme ça dans le livre. Ça c'est très intéressant, mais il y a vraiment des moments qui sont passionnants, qui nous aident à comprendre, par exemple, l'étymologie. Alors je vais vous parler de ça, je vais vous donner un exemple étymologique. On parle beaucoup d'étymologie dans ce livre. J'ai noté sur les nains. Donc voilà, on a un chapitre consacré entièrement aux nains et qu'est-ce qu'un nain, comment on le définit aujourd'hui pour l'étudier et également à l'époque médiévale. Et voilà ce que nous dit l'auteur. Qu'est-ce qu'un nain? Les nains ne relèvent pas par essence des traditions romanes, qui connaissent essentiellement les lutins. Oui, il y a un distinguo entre les lutins et les nains. Aussi est-ce difficile de définir la nature de ces créatures au moyen de la langue. Nain est emprunté au latin, nanus, lui-même tiré du grec, nanos. Quant à pumilio, que l'on trouve ici et là, dans la littérature d'expression latine, il dérive de pygmaio, on l'a vu tout à l'heure, hein, pygmée. Et dans l'Antiquité classique, il est utilisé aussi bien pour des êtres humains de petite taille que pour des animaux. Seul lutin est donc intelligible. Donc, pour le monde roman, il faut partir de ce vocable, qui dans les textes cités en première partie répond au nain allemand, c'est-à-dire le zwerg, et pour le domaine germanique, il est nécessaire d'étudier le zwerg si nous voulons savoir qui sont ces êtres. Comme nous consacrons plus loin quelques pages au lutin, nous nous bornerons à rappeler ce que d'autres ont déjà découvert. Lutin, en ancien français nuiton ou luiton, est un terme générique dérivé de Neptunus, Neptune us, qui a donné Néton, puis Nuiton. Pourquoi? D'après nuit, parce que ces créatures passent pour se manifester avant le crépuscule. Puis enfin, luiton et luton, d'après le verbe luiter, forme ancienne de lutter, et enfin, pour nous donner lutin. Donc voilà, alors des exemples comme ça, on en a vraiment pas mal dans le livre. C'est intéressant parce que ça nous fait comprendre l'origine des mots, d'où ils viennent, et ce qui nous explique l'auteur, ce qui est passionnant, c'est que ces mots sont vraiment très 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 anciens. On a des racines indo-européennes avec les premiers peuples d'il y a plusieurs milliers d'années, avant les grandes migrations vers l'Europe, les peuples d'Europe centrale, les peuples indo-européens, et donc on a des racines communes qu'on retrouve dans plusieurs langues différentes, encore aujourd'hui. Ça c'est vraiment passionnant. Je vais vous citer un autre exemple étymologique qui est vraiment intéressant, pendant que j'y suis, c'est sur les cauchemars. Alors on ne sait pas toujours, on ne connaît pas forcément l'étymologie des noms qu'on emploie, et ça amplifie l'intérêt du livre. Donc là, on est sur le chapitre qui est consacré aux elfes. Encore une fois, j'y reviendrai tout à l'heure, mais les elfes et les nains sont différents. Et l'auteur essaye de nous expliquer d'où vient le mot cauchemar. En ancien haut-allemand, elfe ou bien alpe désigne le cauchemar. Et aujourd'hui, celui-ci est appelé pression de l'elfe, Halbdruck, ou le rêve elfique, Albtraum. En effet, l'elfe est l'entité que les Germains appelaient mar, M-A-R, masculin et féminin dans tous les idiomes germaniques, sont distincts à l'origine. Attardons-nous un instant sur la façon dont s'est opéré leur rapprochement. Pour plus de commodité, nous utiliserons le substantif mar,
le pluriel de maren, que nous retrouvons dans cauchemar. Cauchemar entre tardivement dans le lexique français, au début du XVIe siècle seulement, et l'on admet généralement qu'il est formé du moyen néerlandais mar, auquel on prête le sens de fantôme, et du déterminant coche, pour lequel deux étymologies sont envisagées. Le latin calcare, c'est-à-dire foulé ou pressé, ou calceare, qui veut dire chausser. La forme coche serait issue du croisement de l'ancien français chaucher et du picard coquet. Avant le XVIe siècle, les Français appelaient un cauchemar apesar, mot apparenté à l'italien pezzuarol, à l'espagnol pesadilla et au portugais pesadella, tous dérivés d'un verbe signifiant peser. Pour les dialectes italo-romains et gallo-romains, R. Rigler a montré que le cauchemar tire son nom de verbes et de substantifs exprimant des notions de poids et d'oppression, ainsi que l'idée de sauter sur quelqu'un ou de monter sur quelqu'un. Donc voilà, il continue après sur cette explication, je ne vais pas vous faire tout le texte, c'est un peu plus long que ça, donc il nous parle de l'origine, comment ça s'est formé, et donc là, on est vraiment au cœur du livre, on apprend des choses vraiment passionnantes. J'avais pas fait le rapprochement, je ne m'étais pas posé la question, je ne connaissais pas l'étymologie de cauchemar, et effectivement, un cauchemar c'est pesant, on ressent une oppression. Donc là, on comprend évidemment la logique de la formation de ce mot. Donc, c'est des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup dans le livre. Je vais vous en citer un dernier, un peu plus court, concernant les elfes et l'étymologie des elfes. Alors évidemment, en elfe, il faut oublier le Seigneur des Anneaux. On n'est pas du tout dans ce monde-là. La notion d'elfe n'est pas du tout la même au Moyen-Âge que celle que la pop culture et même finalement la littérature du début du XXe siècle comme celle de Tolkien a pu en faire. Les elfes sont des êtres qui n'ont rien à voir avec l'elfe qu'on peut imaginer aujourd'hui. Oubliez Legolas, hein, ça n'a rien à voir. Donc je vais revenir après dessus. Donc là, justement, on va parler des elfes, c'est assez court. Le lexème albe ou elfe, le lexème c'est le sens, c'est une racine. Albe ou alf, c'est-à-dire elfe, renvoie à la racine indo-européenne halb, A-L-B-H, dont le sens premier signifie blanc ou clair, du latin plus tard albus. Or, cette racine a donné aussi le nom Elbe, le nom du fleuve bien connu. Le substantif norrois elf signifie rivière. En ancien haut allemand, un cygne se dit alpis. Et l'aune, l'arbre, albari, arbre qui, comme chacun le sait, aime les lieux humides et les eaux dormantes. Donc là, ça continue, c'est pareil, il nous donne un tas d'explications. Donc elfe, au départ, c'est blanc, c'est quelque chose de clair. Et là, on a de quoi comprendre l'origine de la formation de ces mots. Et c'est vraiment intéressant parce que l'auteur nous apprend, par exemple, que dans les expressions d'aujourd'hui, on peut retrouver des racines très anciennes. Il nous donne un exemple en Allemagne. Aujourd'hui, il y a des expressions où le mot elfe continue à être employé dans la langue. Et on trouve ainsi l'origine de la fonction de l'elfe de l'époque, comment il était vu par les personnes à l'époque qui croyaient à ces créatures fantastiques, et qui a perduré dans les expressions employées encore aujourd'hui. Je vais vous citer un tout petit exemple sur justement les expressions de l'elfe. Alors, c'est sur les maladies, je crois bien. Alors voilà, par exemple, si nous passons en revue les termes utilisés jusqu'à un passé récent par la médecine populaire, pour désigner certains mots, nous voyons qu'on attribue aussi aux elfes l'urticaire, par exemple, qui en Norvège se dit helvblest. Également, la colique ou la couperose, elf-flower. Pour désigner la personne que les elfes affligent d'un mal, le danois possède même un terme spécifique, helkunt, c'est-à-dire frappé
par un trait d'elfe. Alors, il nous explique plus tard qu'on continue à dire aujourd'hui qu'on a le mal de l'elfe ou le mal de la sorcière quand on a un limbago en Allemagne. Donc, c'est vraiment des choses très, très, très intéressantes. Ça nous fait comprendre comment ces gens travaillent pour remonter l'origine des mots et pour comprendre d'où viennent ces croyances. Alors, pour revenir sur les elfes et les nains. Alors nous, on a une image des nains, évidemment, qui est déformée, encore une fois, par la pop culture. Blanche-Neige et les 7 nains, les nains à la mode Tolkien, qui ont inondé la culture populaire et l'heroic fantasy. C'est à peu près la même chose pour les elfes. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'on essaye de savoir d'où viennent les nains, d'où viennent les elfes, et que représentaient ces gens à l'époque où finalement, l'auteur insiste, les gens y croyaient quand même un petit peu. Évidemment, les gens étaient plongés dans un monde inconnu, on n'avait pas de science, on n'avait pas de technologie très développée, on ne connaissait pas comment fonctionnait le monde, et donc on s'invente tout un univers. Hein, c'est ça l'essence des religions et des croyances, c'est de s'inventer un univers qui va nous expliquer le réel. Et donc, les nains et les elfes, à l'origine, il se pourrait qu'ils soient un seul et même être, qui aurait fini par se distinguer avec les premières légendes scandinaves, mais au tout début, on aurait des traces qui nous expliqueraient que l'elfe et le nain étaient la même chose. Et d'ailleurs, il y a un élément assez intéressant, l'auteur nous en parle beaucoup, quand il nous caractérise les nains, c'est que le nain tel qu'on le perçoit aujourd'hui, à savoir un être de petite taille, alors ça peut être de toute petite taille avec des nains de jardin, ou bien un être beaucoup plus petit, à la mode, encore une fois, Blanche-Neige ou les 7 nains, ou les nains de Tolkien, hein, autour d'un mètre 10, 1m20. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'au début des croyances, quand on nous parlait des nains dans les récits anciens, on ne nous parlait pas de leur taille. Donc il n'est pas dit, dans les légendes anciennes, dans les récits anciens, il n'est pas dit que le nain soit petit. Le nain n'a pas de taille précise. Et d'ailleurs, même plus loin que ça, l'auteur nous donne plusieurs exemples de légendes anciennes où les nains et les géants sont confondus. Donc il se pourrait qu'au départ, le nain n'ait pas eu cette notion de taille réduite et que ce soit arrivé plus tard. En tout cas, c'est une construction qui s'est faite petit à petit. Donc ça, c'est intéressant. On a une vision déformée de ce qu'était aujourd'hui, de ce qu'étaient avant les nains. Et on a un bon exemple avec les trolls. Les trolls, alors on nous en parle très très peu dans ce livre, mais il les évoque de temps en temps. Les trolls, notamment scandinaves, il y a très longtemps de ça, il y a 1000 ans en arrière, il y a 2000 ans en arrière, ils étaient perçus comme des créatures gigantesques. Mais parfois, ça dépasse l'entendement. Hein. On a des trolls qui sont représentés de la taille d'une montagne, une montagne entière. Et les trolls auraient été capables également de changer de taille, de se mettre à taille humaine par des pouvoirs de métamorphose, notamment quand ils enlèvent des gens. Les trolls enlèvent beaucoup des jolies filles, et donc ils se mettent à taille humaine pour ça. Mais ils ont cette capacité de changer de taille. Et pour autant, les trolls, dans la mythologie norvégienne d'aujourd'hui, eh bien, ce sont de toutes petites créatures. D'ailleurs, quand on va en Norvège, on nous vend des trolls grands comme ça, un peu partout. Ça fait longtemps. Je crois que cette imagerie a commencé au XXe siècle, au début du XXe siècle, ça s'est accéléré dans les années 50, et par le biais d'illustrateurs connus, la taille des trolls s'est réduite, et aujourd'hui, dans l'imaginaire populaire, un troll, même en Norvège, il est tout petit, alors que le troll était gigantesque. Bon bah voilà, on a un peu la même opération avec les nains. Les nains n'avaient pas de taille déterminée, à tel point qu'ils pouvaient finalement même se reproduire avec des géants. Il y a des textes qui nous le disent. Le Couteux nous en fournit quelques-uns. Et donc il y avait un monde commun. Il ne faut pas croire qu'à l'époque, tout était classifié comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit nos trolls, on voit nos nains, on voit nos elfes, on se dit voilà, tout ça est bien distinct, on a des races particulières de créatures. Or, à l'époque, ça ne l'était pas forcément. Les nains et les elfes n'étaient pas séparés. Cette séparation est arrivée plus tardivement. Alors de là à savoir quand c'est intervenu et quelle est l'origine de ces créatures, c'est très compliqué. Ce qu'on sait et ce que nous apprend le livre, c'est que les nains sont des créatures qui sont liées à différents éléments. Alors aussi curieux que ça puisse paraître, que ça puisse nous paraître à nous aujourd'hui,
les elfes et les nains pouvaient être des créatures qui étaient liées au milieu aquatique. Et d'ailleurs, une des origines, on l'a vu tout à l'heure quand on a parlé de Neptune, dieu de la mer, chez les Romains, eh bien, le nom grec, Nanus romain, dérive de Neptune aussi. Donc, on a cette notion de pouvoir aquatique. Parce que, finalement, l'eau a toujours fasciné l'être humain. Il y a un mystère avec l'eau, il y a un mystère avec l'océan, il y a un mystère avant, avec les lacs, avant la science, avant l'exploration et la compréhension du monde. Tout est mystérieux, les forêts le sont, les montagnes le sont, les eaux le sont, et évidemment les eaux ont, pourquoi pas, cette capacité à produire des êtres fantastiques. Et les nains et les elfes auraient ce lien fort avec l'eau. Alors après, d'autres liens secrets. Qui sont anciens également. On nous parle, ça c'est resté dans la culture populaire, on nous parle du lien très fort des nains avec le monde souterrain. Ça, on a ça avec les nains dans les mines, on l'a dans Tolkien, on l'a bien avant, on l'a dans les contes, populaires d'Europe occidentale. Le nain est lié à l'extraction, il vit sous la terre, et ça c'est un code qui existe depuis très longtemps en fait. Dans les très très anciennes légendes qui peuvent parfois être du XIIe siècle, voire du XIe siècle, on a parfois cette notion du nain qui habite sous la terre, qui a un pouvoir. En général, le nain a un pouvoir. Je crois que je vais vous citer un exemple. Le rôle des nains dans les mythes. Voilà. Donc le nain a toujours un pouvoir. Il est détenteur de savoir que l'homme n'a pas. Et il a un tas de caractéristiques qui font que c'est véritablement un être fantastique. Alors voilà ce que nous dit Le Couteux sur le rôle classiquement des nains dans les grandes sagas ou dans les contes à l'heure où leurs caractéristiques sont déjà bien établies. Donc là, il nous a parlé de poèmes du XIIIe siècle, un poème qui s'appelle Lancelot en prose. Et donc on nous dit que les nains renseignent ou conseillent le héros, les aident à aboutir dans leur quête, ils les hébergent. Ils jouent le rôle de serviteurs, d'hommes de compagnie, de messagers, de portiers, voire de cuisiniers. Ils se comportent parfois comme des chevaliers, avec lesquels ils se confondent, s'ils n'étaient pas si petits. Ils ont une conduite discourtoise, ils jouent le rôle de traître et de félon. Voilà globalement les rôles qu'on attribue aux nains. Alors après, ils ont aussi d'autres capacités dans les pouvoirs, dans les pouvoirs déterminés par les anciennes légendes. Les nains sont capables de voir l'avenir, ils sont capables de fabriquer des objets magiques. D'ailleurs, les héros des contes rencontrent souvent, presque toujours, un nain qui va les aider. Il y a ce fameux Siegfried de la légende de Nibelungen qui rencontre un nain, je ne sais plus comment il s'appelle, le nain qu'il rencontre, Alfric, je crois. Alfric est un nain assez célèbre. Et donc, Alfric, il rencontre Siegfried, il le fait entrer dans sa montagne et il se passe des choses magiques. Intéressant, Alfric, donc c'est son nom, on retrouve Alf de elfe. Donc il y a encore cette notion qui perdure même dans des périodes avancées. Donc ça c'est passionnant d'essayer de comprendre cette origine des nains, qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur nous, sur la relation qu'on a eue avec eux, et évidemment les nains et toutes les créatures, c'est valable pour toutes les créatures mythologiques, ont une relation avec les hommes et une relation néfaste pour eux, puisque l'image du nain va évidemment pâtir de la christianisation de l'Europe. Le nain avait certaines caractéristiques, il n'était pas vu forcément toujours d'une manière maléfique. Là, on nous parlait dans l'extrait du XIIIe siècle de Lancelot en prose, de nains qui pouvaient faire des fourberies, ce genre de choses. Mais évidemment, même si le nain n'était pas entièrement positif dans les vieilles légendes, il avait un côté positif. Déjà, il pouvait aider le héros, il avait des pouvoirs, il pouvait se mettre au service d'un seigneur, et toute cette connotation positive
elle a été chassée par le christianisme, qu'il a eu de cesse d'essayer de se débarrasser des anciennes religions, des anciennes croyances, et les nains étaient très ancrés dans la culture populaire, extrêmement, ils étaient vraiment présents. Et donc, on a fait en sorte que le nain soit quelque chose de plutôt maléfique, qui est souvent finalement décrit comme à la peau sombre, avec beaucoup de poils, rappelant une bête, rappelant tout simplement le diable, et capable de diablerie. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de l'Église qui a essayé de se débarrasser des anciennes croyances. Alors évidemment, ça a un écho dans les textes. Beaucoup de légendes que nous rapporte le Couteux sont entachées de la déformation chrétienne. Alors, on a des nains qui ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient au départ, quand bien même la légende est très ancienne. Alors, on a une chance, le Couteux nous le dit, dans les propos rapportés de bouche à oreille, ou dans les contes écrits de siècle en siècle, où parfois on ajoute des choses. Généralement, on a une grande chance, c'est que les rédacteurs retirent très rarement des faits importants. Ils enjolivent, ils rajoutent des éléments. Alors, on le voit dans les textes, ils rajoutent énormément d'éléments chrétiens. Donc, on nous parle de se signer, on nous parle de porter un crucifix, on nous parle de respecter telle fête, la Saint-Jean ou autre. Même quand ça concerne directement des créatures comme les nains. Donc, on essaye de leur coller des caractéristiques chrétiennes. Là, on parle de rédacteurs qui essaient de faire passer une légende ou un mythe de siècle en siècle, en fait. Mais on ne retire pas forcément ce qui est à l'origine du nain. Et grâce à ça, en épurant le texte, en le débarrassant de ses atours chrétiens, on réussit à retrouver des concepts qui sont vraiment très anciens, des concepts qui sont déterminants et qui nous disent ce que sont les nains. Et grâce à ça, on peut remonter très 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 loin. Et évidemment, grâce aussi aux poèmes scandinaves, même si eux, ils sont déjà un petit peu entachés par la chrétienté. Donc voilà globalement ce qu'on va apprendre dans ce livre. L'auteur s'attache à nous parler des légendes globalement européennes. On nous parle de Scandinavie, on nous parle beaucoup du monde germanique parce que c'est là où il y a le plus de sources. C'est là où les sources sont restées les plus nombreuses. Mais on nous parle aussi de légendes françaises. Il y a une belle part dans le livre, notamment la légende d'Oberon. Oberon, un nain célèbre, un nain elfe. C'est compliqué à déterminer ce qu'il est véritablement. C'est l'Oberon de Shakespeare, hein, de Les Songes d'une nuit d'été. C'est lui, en fait. Et c'est un personnage très très ancien. On le voit apparaître dans des légendes. Alors je sais plus, je vais vérifier la date pour pas vous dire de bêtises. C'est peut-être du XIIe siècle ou du XIIIe siècle. Je ne sais plus. Alors, c'est dans un texte qui s'appelle Huon de Bordeaux. Huon, c'est un personnage, c'est un héros, c'est le héros de ce roman. Et il a été rédigé entre 1220 et 1260. Et c'est là que le personnage d'Oberon fait sa première apparition. Donc il a une importance vraiment, vraiment particulière. C'est un elfe nain avec de très très grands pouvoirs qui va aider un héros. Alors c'est vraiment intéressant parce que on a dans ce livre, qui n'est pas très épais pourtant, il fait moins de 200 pages. Et on a vraiment énormément de légendes. Alors, ce ne sont pas des légendes qui vont faire des dizaines de pages. On a des légendes qui font quelques pages. 3, 4, 5, 6 pages pour les plus longues et parfois seulement une demi-page pour certaines d'entre elles. Mais ça nous permet de nous plonger dans des légendes anciennes. Et c'est marrant parce que on voit que dans les légendes anciennes, évidemment, on a tout ce qui caractérise le roman d'aventure finalement contemporain. On a du héros, on a des princesses à défendre, on a des créatures fantastiques, on a des rebondissements incroyables. Et ça, c'est sympa de se plonger dans de mini-histoires pour essayer de voir comment les gens de cette époque percevaient le roman aventureux. Qu'est-ce que ça signifiait pour eux? Ça c'est vraiment intéressant. On a un tas de notions qui nous rappellent... alors, je pourrais dire
On peut lire ce livre sans n'avoir jamais rien lu sur la mythologie. C'est une entrée en matière. On va de temps en temps peut-être un petit peu galérer sur quelques notions. Parce qu'on est face à un livre universitaire. Et l'auteur ne veut pas véritablement vulgariser à tout prix son propos, même s'il est vraiment accessible. Hein. Mais de temps en temps, il y a des notions typiques de l'étude universitaire, des contes et légendes, de l'étymologie, de la mythologie qui apparaissent. Et on a une notion importante qui revient régulièrement dans ce livre. Elle revient, cette notion, dans d'autres livres de Lecouteux sur le fantastique, sur d'autres thèmes du fantastique. J'en débrieferai certainement d'autres parce que il y en a vraiment plein et il y en a plein des passionnants. Et c'est la notion de fonction, les trois grandes fonctions, dit-on. Alors, il y a trois fonctions importantes à déterminer quand on parle de l'étude des peuples indo-européens et de leur fonctionnement. Donc, ces trois fonctions, c'est comme ça qu'on dit, hein, vont être déterminantes parce qu'elles vont classer les événements et les éléments de la vie des peuples dans une case distincte. Alors, on a une notion de sacré, c'est la première fonction, dit-on, de sacré. Alors tout ce qui est sacré, après ça peut aussi toucher l'ordre et la loi. On a la deuxième fonction qui est la fonction guerrière. Et on a la troisième fonction qui est liée à tout ce qui est production, productivité, mais également la fertilité. Alors pourquoi c'est important ? Parce que les créatures, les êtres fantastiques, sont liés en général à une fonction. Et ça nous aide à comprendre d'où ils viennent, comment ils ont été inventés, pourquoi on les a inventés, quel était leur rôle initial. Alors, le nain, on sait qu'il est lié au sacré, plutôt, au monde des morts. D'ailleurs, il y a des théories qui laissent à penser que les nains, les elfes, étaient peut-être tout simplement une vision du mort. Alors, une vision du mort positive, parce que dans la mythologie ancienne européenne, il y a une vision du mort négatif et du mort positif. Le mort négatif, c'est le mort physique, c'est le corps, c'est la putréfaction des chairs. Ça, évidemment, on comprend tout de suite parce que les gens ont évidemment compris qu'il y avait un danger avec la putréfaction, ne serait-ce que par l'odeur que ça dégage. Donc il y a quelque chose de désagréable au-delà de la perte de l'être aimé. Et il y a le mort positif, c'est-à-dire le fantôme. Le mort qui va apporter un bon conseil. Lecouteux a écrit un livre sur les fantômes, je vous en parlerai certainement une prochaine fois. Et le fantôme n'est pas toujours négatif. Loin de là, il peut être positif. Et on se demande si les nains et les elfes n'ont pas finalement un rapport direct avec les morts. Donc, la somme de connaissances de ce livre est vraiment gigantesque en un si petit texte entre guillemets. On nous apprend un tas de choses également sur les liens entre les êtres comme les elfes et les nains et les animaux. On nous apprend par exemple que dans les époques très très reculées, les elfes et les nains qui avaient des attributs magiques étaient très très souvent liés aux chevaux. Donc on leur donne même carrément la capacité à se changer en cheval. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les légendes européennes dans toute l'Europe. Donc puisque c'est dans toute l'Europe, il y a bien un point commun au départ. On retrouve ça en Irlande, on a une créature, le puka, le pqua, qui peut se changer en cheval, ou en d'autres choses d'ailleurs, en objet même, c'est assez bizarre. On a des créatures en Écosse, comme les brownies. Les brownies ne se changent pas en cheval, mais par contre, ils travaillent dans les maisons et ils aiment particulièrement s'occuper des écuries, s'occuper des chevaux, les brosser. On a les mêmes caractéristiques avec des créatures en Allemagne, le kobold par exemple, pareil, une petite créature, une sorte de nain qui aime s'occuper de la maison et aussi des animaux. Et on a la même chose en France avec toute une ribambelle de nains et de personnages qui ont des noms parfois complètement oubliés aujourd'hui. Le vocable
autour du nain et des créatures fantastiques, il est resserré. On connaît les farfadets, on connaît les lutins, on connaît les nains, on connaît les gnomes, et globalement, on ne connaît pas grand-chose d'autre. Or, il y en a beaucoup d'autres. Je vous parlais tout à l'heure du luiton, du nuiton. On en a vraiment énormément. Je vais vous en citer quelques-uns tout à l'heure. Et donc, on apprend ce genre de détails, comment les animaux étaient liés aux personnages fantastiques. Je vais vous lire quelque chose d'autre qui est issu d'un autre livre. Je ne vous présente pas cet autre livre. Donc, le coûteux ici, le coûteux ici. Là, on est sur nos bons voisins, les lutins. Nains, elfes, lutins, gnomes, kobolds et compagnie. Donc là, on est sur un autre livre que je conseille aussi, qui est de Claude Lecouteux, qui est d'un tout autre genre. Oui, on peut dire ça parce qu'il n'est pas analytique. Donc là, on a un livre analytique, un livre d'universitaire qui va nous enrichir dans nos connaissances. Je pourrais dire que c'est bien de lire celui-ci en premier. Et on a nos bons voisins, les lutins, qui est en fait un recueil compilé par l'auteur lui-même, traduit souvent par l'auteur. Il faut pas oublier que c'est un germaniste, hein, il est spécialiste de la langue germanique et des contes germaniques, donc il a traduit parfois des contes inédits, donc c'est un recueil de contes qui font une dizaine de pages à une demi-page. Donc on a des contes qui font une demi-page ou une page. On a des contes qui font encore moins que cela, comme celui que je vous ai lu tout à l'heure en introduction. Voilà, là, on en a des très très courts. Et on en a des plus longs. Il y a quelques illustrations, elles ne sont pas nombreuses. Dans ce livre, on a quelques petites illustrations amusantes de nains. Et voilà, on en a encore une autre là, pour vous montrer. De petites créatures. Qui sont des brownies. Et alors justement, je vais vous lire deux petits contes. Le recueil, je ne sais pas combien il en réunit, j'ai pas fait le compte, il y en a vraiment beaucoup. Et il se lit vraiment d'une manière très agréable. Oui, avant de vous lire, je vais quand même vous en parler un tout petit peu. Il est coupé en 4 parties, 5 avec une introduction. Il y a aussi une très grosse bibliographie, ça c'est bien. Donc, on a une présentation des nains, de toutes ces peuplades, qu'est-ce qu'elles sont. On a un chapitre qui nous présente des contes et légendes sur l'origine des nains. On a un chapitre qui nous présente des contes et légendes sur le royaume des nains, comme on vit chez les nains. On a un chapitre sur les méfaits des nains, parce que les nains peuvent aussi nous jouer des tours. Et on a un chapitre sur les bienfaits des nains. On en a sur les nains, les femmes et les enfants, les interdits et les tabous à propos des nains. Et on a un chapitre final sur le départ des nains, à savoir la fin de ces créatures dans l'imaginaire populaire. D'ailleurs, il y a une conclusion assez triste à ce livre. Moi, elle m'a touché. Quand j'ai terminé ces deux livres et que j'ai lu la conclusion de celui-ci, une conclusion assez courte, qui est pleine de nostalgie sur ce qu'était le monde d'avant, sur ce qu'il est devenu aujourd'hui, et sur évidemment ce qui est advenu à ces créatures, et dans l'imaginaire populaire. Et c'est assez triste, pas exagéré, mais je pourrais presque dire que quelqu'un de sensible pourrait avoir une petite larme à l'œil. c'est vraiment empreint de nostalgie comme ça. L'auteur écrit vraiment très très bien. Et donc, je vais vous citer une petite légende là. Il y en a vraiment des sympas, hein. Franchement, il y en a qui font plusieurs pages, qui sont vraiment très 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 agréables à lire. On se prend au jeu de vouloir comprendre ce que les gens imaginaient à l'époque de ces nains, pourquoi ils ont écrit des légendes, pourquoi ces légendes ont eu la vie dure. Ça. Les gens étaient convaincus que des gnomes, des nains vivaient dans les forêts, voire les aidaient au quotidien. Il y avait ce besoin d'expliquer le surnaturel, à savoir l'inexplicable
inexplicables que la science a dévoilées plus tard, et les gens croyaient véritablement à ces choses, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Et on a des contes qui sont du XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Même si la plupart sont plutôt du 19e et du 18e, on a quand même plusieurs contes qui sont anciens, 12e, 13e, 14e siècle. Alors, plus on remonte, évidemment, plus on a des sources originelles et on s'approche du mythe, du premier mythe. Là, je vais vous lire un petit conte sur le brownie. Donc le brownie, pas beaucoup de gens qui connaissent cette expression, hein, à part les gâteaux. C'est une créature écossaise et irlandaise. Une famille possédait un brownie, et lorsque la maîtresse de maison se trouva prête d'accoucher, elle envoya le valet à Jedburgh chercher la sage-femme. Comme celui-ci ne se dépêchait guère, le brownie passa son manteau, sauta sur le dos du meilleur cheval de la ferme, fonça vers la ville, et il prit en croupe la sage-femme. À son retour, la Tweed, la rivière qu'il devait traverser, avait grossi. Le brownie, chevauchant avec la rapidité d'un esprit, ne se laissa pas arrêter, et, avec la femme apeurée derrière lui, il sauta dans l'eau, et il parvinrent sain et sauf à la maison, où on l'attendait pour son assistance. Une fois qu'il eut reconduit le cheval à l'écurie, où on le trouva par la suite en piteux état, il gagna la chambre du valet, qui était en train de passer ses bottes seulement, et il lui administra quelques bons coups de fouet avec son propre fouet. Un tel service suscita la gratitude du fermier. Croyant avoir compris que le brownie désirait avoir un habit vert, il ordonna qu'on lui en confectionne un, et qu'on le dépose là où il séjournait. Le brownie prit le cadeau, et disparut pour toujours à l'instant. Peut-être se rendit-il chez les elfes avec son habit vert. Donc là, c'est un conte d'Irlande du Sud du 19e siècle, mais le brownie est également présent en Écosse. Ça, c'est marrant, ce sont des thèmes récurrents qu'on découvre dans ce livre de contes, de récits plutôt. Il y a des habitudes comme ça d'éthique. On s'était donné comme habitude de croire que si on déposait un petit vêtement à une créature, eh bien, elle pensait qu'elle pouvait s'en aller et faire sa vie ailleurs. Ça, c'est amusant. Il y avait d'autres croyances comme ça. On pensait que si on jetait du grain, des fèves à l'endroit où vivait la créature, le brownie ou un farfadet, eh bien, il se sentait obligé de ramasser toutes les fèves et de les ranger une par une pour refermer un sac, et comme ça l'occupait et ça le calmait. Ça, c'était surtout quand ces créatures étaient énervées, parce que parfois elles sont énervées. Donc voilà, on a ce genre d'exemple. Je vais vous en citer un dernier, que je ne vais pas vous lire tous les contes, hein. Un dernier très court, un conte français du XVIIIe siècle. Ça s'appelle le Cluricone. Le Cluricone se distingue des elfes, parce qu'on le rencontre toujours seul. Il se montre sous la figure d'un petit vieillard, au front ridé, au costume antique. Il porte un habit vert foncé à larges boutons. Sa tête est couverte d'un chapeau à bords retroussés. On le déteste à raison de ses méchantes dispositions, et son nom est employé comme expression de mépris. On parvient quelquefois, par les menaces, ou la séduction, à le soumettre comme serviteur. On l'emploie alors à fabriquer des souliers. Il craint l'homme, et lorsque celui-ci le surprend, il ne peut lui échapper. Le Cluricone connaît en général, ainsi que les nains, les lieux où sont enfouis les trésors. Et comme les nains bretons, on le représente avec une bourse de cuir à la ceinture, dans laquelle on trouve toujours un shilling. Quelquefois, il a 2 bourses. L'une contient alors un simple coin en cuivre. Le Cluricone aime à danser, à fumer. Il s'attache en général à une famille, tant qu'il en subsiste un membre. Il a un grand respect pour le maître de maison, mais entre dans de violents accès de colère lorsque l'on oublie de lui donner à manger. Alors voilà, là on a aussi un résumé d'énormes, de beaucoup de caractéristiques du farfadet, du gnome, du nain, qui aime manger, qui s'attache à des familles, à des gens, qui peut être nerveux. Alors dans ces 2 contes que je vous ai lus, on n'a pas de référence à
à la religion catholique, mais on en a dans d'autres contes. Il y a un conte véritablement sympathique qui s'appelle Le trésor de la nuit de la Saint-Jean. Alors celui-ci, je ne peux pas vous le lire, il est vraiment, vraiment très long, mais il est vraiment, vraiment sympathique à lire. Il est de Lorraine du 19e siècle. On en a plein. On a un autre qui s'appelle Les lutins et les deux bossus. C'est pareil, c'est un conte ancien qui date, alors celui-ci est très long, il date aussi du 19e siècle et il vient de la Somme. Donc voilà, nos bons voisins les lutins. Alors il y a une préface, non mais il n'y a pas une préface, pardon, il y a une introduction qui est intéressante parce que quand on a lu le premier livre, l'introduction de ce livre nous rappelle tous les éléments essentiels de celui-ci. Ce qui pourrait me faire dire finalement que si on voulait, on pourrait lire simplement pour se faire plaisir nos bons voisins les lutins en ayant une introduction qui nous rappelle globalement les grandes caractéristiques des nains, des elfes, et ça pourrait nous faire une petite base de travail. Alors voilà, je vais vous citer juste pour finir cette vidéo quelques noms de lutins un peu partout. Alors il y a vraiment des listes et des listes de noms de lutins. Je vais vous en parler seulement de quelques-uns. En France, par exemple, quel nom trouve-t-on? Fadet, Farfadet, Follet, Fradet, Gobelin, Jetin, Lutin, Servant, Sautré, Foulteau. On a aussi le kobold, le duse, le nuton. On peut avoir, par exemple, dans les Hautes-Alpes, le matagon, le lubi, le folaton. J'en passe, il y en a vraiment plein. On peut avoir dans les Pyrénées le mamaro, le haut-sans-cam, le med, le grippet, le fultu en Corse. Dans la Drôme, le foultou, le follet, le moun, le mazaro. Donc voilà, en Bretagne, on a aussi le quérion, le corandon, le choriquet, le bouffon nose. Voilà, alors ça c'est pour la France. Et après, on a aussi pour les pays d'Europe, on a pour l'Islande. Alors c'est marrant parce que du coup on retrouve effectivement cette notion que Le Couteux aborde dans son premier livre, à savoir l'étymologie des mots qu'on retrouve aujourd'hui dans plein de langages européens. Donc j'en cite juste quelques-uns. En Allemagne, on a le kerg, le zwerg, qu'on retrouve également en Islande avec le dverg, et qu'on retrouve en Suisse avec le zwerg. On l'a à d'autres endroits aussi, je ne sais plus où j'avais vu ça, mais on l'a en Allemagne, bien sûr, le zwerg. Et donc, on a toute cette étymologie qui nous permet de comprendre cette unité linguistique qui s'est perdue, évidemment, dans les temps anciens en Europe, avec ce fond commun indo-européen qui nous permet de retracer les racines des mots. Ah, écoutez, franchement, je ne peux que vous conseiller ce livre, ces deux livres. C'est vraiment, vraiment bien. Quand on aime la mythologie, j'allais même dire quand on aime l'heroic fantasy. Moi, j'aime beaucoup l'heroic fantasy. C'est vraiment agréable à lire. Pas que Tolkien, même si Tolkien reste le maître absolu pour moi. Mais malgré tout, j'aime bien l'heroic fantasy. J'en écris. Et quand on s'intéresse à ça, c'est vraiment passionnant de se plonger dans qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça. Qu'est-ce qui préexistait avant la littérature du XXe siècle, voire même d'ailleurs avant la littérature médiévale, les grands romans de la table ronde par exemple. D'où viennent les mythes anciens? Comment ils se sont construits? Que sont devenues toutes ces créatures? Là, on avait donc affaire aux nains et aux elfes. Je vous parlerai d'autres livres plus tard, de Le Couteux, qui a abordé l'étude d'autres créatures. Voilà. Lisez ça, c'est vraiment, vraiment passionnant. À bientôt.